Eh bien bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Georges Vigarello autour du sport. Le sport dans tous ses états, c'est le titre qui a été donné à cette heure que nous allons passer ensemble et avec vous, Georges Vigarello. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs livres sur le corps dans l'histoire et dans les représentations. Ce fut le cas notamment avec vos camarades Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine pour deux trilogies, une histoire du corps. J'ai ici le premier volume que vous-même vous avez directement dirigé, puis vous les avez retrouvés pour une histoire de la virilité. Vous êtes également l'auteur du Corps redressé, votre premier livre sur les enjeux de pouvoir et de normes sur les êtres et leur corps, et de plein de livres dans lesquels vous avez j'allais dire, pris le corps par différents morceaux, différentes approches de la silhouette, la métamorphose du gras ou encore le sentiment de soi, histoire de la perception du corps du XVIe au XXe siècle. Et le sport, on le retrouve à plusieurs reprises dans votre activité d'historien et d'auteur. D'abord parce que vous avez commencé par le sport en étant éducateur et enseignant en éducation physique au lycée. Et puis en 99, vous faisiez paraître Passion Sport et puis du jeu ancien au show sportif en 2002, devenu dans cette version augmentée du jeu ancien au sport moderne, et vous vous êtes intéressé au sport dans l'art. C'est ce livre collectif que vous avez dirigé avec l'historien du sport Yann Descamps aux éditions Citadel et Masno. J'ouvrirai à plusieurs reprises le livre pour qu'on puisse aussi profiter de certaines des images que vous avez intégrées à cette histoire, où vous montrez la démocratisation du sport et la manière dont les artistes se sont emparés des corps et des gestes depuis l'Antiquité, avec les corps en action et en mouvement sur les vases, jusqu'à la photographie qui parfois suspend le corps en l'air, et on l'a encore vu aux Jeux Olympiques avec un surfeur brésilien, en passant par le dessin qui peut permettre de décomposer les mouvements et donc avoir une visée pédagogique, ou qui, pour les auteurs de bandes dessinées, plus encore de mangas, représente un défi, à savoir comment, par une image arrêtée, figurer le mouvement. C'est un livre que vous aviez fait paraître en avril, et vous venez de faire paraître Le sport est-il un mythe, un livre d'entretien avec François Livonnet qui voilà, vous interroge sur cette question du mythe des croyances notamment. Alors peut-être que ça renvoie au premier mot de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, dans lequel Jamel Debbouze, face à Zinedine Zidane, l'appelait Zizou Christ, ce qui déjà le positionne dans une mythologie. Et c'est par là d'ailleurs que je voudrais débuter, puisque vos deux livres finalement encadrent un été qui a été très sportif, avec l'Euro de foot, avec le Tour de France, et avec les Jeux Olympiques et Paralympiques chez nous. Comment vous l'avez vécu cet été, Georges Vigarello, notamment par rapport à toutes les questions que vous vous posez depuis des décennies sur le sport et sur le corps, dans ses usages et dans ses représentations? Écoutez, comment je l'ai vécu, je sais que il y avait quand même un certain nombre de critiques concernant l'organisation, qui est une organisation envahissante, qui pose tout un ensemble de problèmes, de paralysie de la ville, etc. Ça, c'est assez indiscutable. Moi, je me souviens encore aujourd'hui de gens qui considèrent que Paris a été paralysé. Et en fait, on peut avoir un autre regard qui est plutôt celui que j'ai, malgré les crispations qui ont pu exister. On peut avoir un autre regard. Et je dirais au moins trois choses, si vous voulez. Je crois que la ville, les organisateurs sont parvenus à la faire exister sur un mode extraordinairement attachant, en faisant revivre de manière quasiment nouvelle les espaces traditionnels, etc. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que les JO sont assez particuliers par rapport au quotidien du sport. Le quotidien du sport met en évidence certains sports au détriment d'autres. Et je pense que le présent aujourd'hui tend, et je ne vous cache pas que je le regrette personnellement, tend à privilégier quasiment un seul sport, c'est le football. On a le sentiment que le football est devenu le sport. Or, que présentent les JO? Et ça, c'est très intéressant. Les JO présentent une sorte de panoplie extraordinaire de la possibilité physique, de la diversité physique.
c'est une sorte de conservatoire de ce que j'appelle moi, contrairement aux notions que l'on utilise, c'est une sorte de conservatoire des cultures sportives. Qu'est-ce que ça veut dire, les cultures sportives? Ça veut dire que c'est pas seulement la culture physique traditionnelle telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le fait de soumettre le corps à de la technique. C'est une manière d'habiter le corps avec des repères culturels qui peuvent être extraordinairement diversifiés. Je m'explique. Légèreté, lourdeur, vitesse, lenteur, résistance, tout ça, ça renvoie véritablement, beaucoup plus qu'on ne le croit, à des imaginaires qui peuvent être aussi des imaginaires sociaux. Autrement dit, on peut imaginer que les pratiques populaires ont certaines caractéristiques physiques, alors que les pratiques élitistes ont d'autres caractéristiques. Elles sont plus aériennes, elles sont plus dégagées, etc. Et je pense que les JO ont représenté ça, avec une sorte vraiment de richesse étonnante. Et il faut ajouter une troisième chose, c'est que la présentation, alors je peux me tromper bien entendu, mais la présentation des Jeux para-olympiques fait émerger des pratiques auxquelles on ne s'attendait pas. Et d'autres corps. Et d'autres corps, et qui renvoient à une sorte d'inventivité de certaines pratiques. Vous voyez, quand vous voyez, je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, mais je prends un exemple. Quand vous voyez des gens jouer au volleyball, alors qu'ils sont amputés d'une jambe, qui sont contraints de jouer en étant assis, voire allongés, ça renvoie à des motricités auxquelles vous ne vous attendiez pas, et qui sont particulièrement riches. Et donc, le tout, si on prend une vision plutôt globale, le tout vous permet finalement d'assister à une diversification extraordinaire de la motricité. Et je ne vous cache pas que ça, je le trouve passionnant. Je reviens sur le premier point que vous avez énoncé, à savoir l'image, notamment de la manière dont la ville a été réinvestie. Et oui. Si on a aimé, par exemple, l'escrime, on a surtout aimé l'escrime dans ce lieu Grand Palais, magnifique du Grand Palais. Comment vous situez ces images par rapport à celles justement que vous explorez avec vos camarades dans le sport, dans l'art, où tous les artistes de tous les temps se sont interrogés à la manière de représenter, de figurer, de diffuser des images sportives? Est-ce qu'il y a un prolongement? Comment vous dire? Mais il y a une première question qui est passionnante. Moi, j'avais fait des conférences au Louvre là-dessus, ça m'avait absolument intéressé. Il y a une première question qui est la suivante. Comment, alors je parle de l'art, je ne parle pas de ce qui s'est passé au Grand Palais ou ailleurs. Comment représenter du mouvement alors que l'image est fixe? Et ça, je ne vous cache pas que c'est un véritable défi et que ce défi renvoie à un enrichissement progressif de la représentation dans l'histoire de l'art lui-même. Alors c'est vrai, pour prendre 2-3 exemples rapides, prenons 3 exemples. C'est vrai que si vous regardez les vases grecs, vous voyez que les artistes sont parvenus à suggérer la vitesse de la course en amplifiant certains mouvements, en privilégiant... Voilà, ça c'est un exemple magnifique. En privilégiant certains mouvements par rapport à d'autres, vous voyez très bien que le mouvement des bras n'est pas du tout celui de la course classique. Mais il est représenté de telle manière ici qu'il vous suggère quelque chose qui bouge. Vous voyez ? Ça, c'est un premier point que je trouve très important. Mais continuons. Cette image-là, c'est une image plane. C'est-à-dire c'est une image qui n'a pas de creux. À partir du moment, au contraire, où en gros, la Renaissance invente une représentation spatiale qui favorise l'avancée, l'arrière, etc., le mouvement devient différent. Et le mouvement consiste à faire en quelque sorte surgir de l'arrière quelque chose qui vient vers l'avant. Et ça redynamise de manière absolument magnifique la motricité. C'est très important. La troisième, il y en a plusieurs, mais pour faire vite, un troisième changement surgit beaucoup plus tard, à la fin du 19e, lorsque des physiologistes comme Marey, mais Muybridge aussi aux États-Unis, parviennent à séquencer l'image à partir d'une photographie qui, en quelque sorte, représente le même mouvement à des instants infiniment proches les uns des autres. Et à ce moment-là, vous voyez très bien qu'une des conséquences, c'est le tableau de Duchamp, le nu descendant l'escalier. Mais une des conséquences aussi, c'est que ces images qui sont très proches les unes des autres, qui parfois même se recoupent, accentuent, là encore, l'image de la dynamique. Vous voyez ? Donc l'art, de ce point de vue, indiscutablement, je sais bien que certains disent au fond qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. Mais en fait, l'art, indiscutablement, a fait progresser le mode de représentation et a rendu de plus en plus sensible la façon dont le mouvement est suggéré par ce qui reste pourtant fixe.
Et est-ce qu'on peut appeler ça du sport? Alors évidemment, le sport, c'est plutôt une notion récente, les compétitions avec les affrontements, avec les records et, éventuellement, mais est-ce que l'art s'est intéressé véritablement au sport dans la dimension ludique, dans la dimension d'affrontement, en sachant notamment que l'on vient d'une longue histoire par le christianisme, par toutes nos pensées, qui a voulu quand même dissocier l'esprit du corps, et que le corps était forcément pas très bien vu. Alors, ce que vous dites, c'est une grande question, et c'est une question que je trouve absolument magnifique, qu'on a essayé de traduire dans le livre, qui n'est pas toujours traduit d'ailleurs par certains, mais le problème n'est pas là, on ne va pas polémiquer avec les auteurs. Mais indiscutablement, c'est au cœur de la préoccupation. Alors à ce moment-là, je dirais plusieurs choses. Je pense que, disons très rapidement, de manière un peu contestable, l'art traditionnel, autrement dit... l'art des céramiques chez les Grecs, les mosaïques chez les Romains, les miniatures au Moyen-Âge, etc., indiscutablement privilégie, et ça c'est intéressant au niveau même de l'histoire des pratiques, indiscutablement privilégie les pratiques les plus nobles, en négligeant les pratiques quotidiennes. Autrement dit, prenons l'exemple de la Grèce. Si vous regardez les restitutions des pratiques par les Grecs, vous voyez que n'émergent quasiment que les pratiques, et encore, même pas toutes, qui sont celles des Jeux Olympiques. Autrement dit, la course, même le saut, c'est assez rare, mais bon. Mais pas du tout les pratiques quotidiennes qui sont pourtant importantes. Je ne sais pas, moi, le jeu de dés, le cerceau, le saute-mouton, qui sont présents chez les Grecs. La balle, vous voyez. Or, la balle, il y a peut-être un ou deux bas-reliefs qui représentent une balle. Ou encore, moi je trouve l'exemple magnifique, c'est le cerceau. Alors, le cerceau, il est représenté parfois dans la céramique grecque, mais il est représenté sans du tout être fidèle au cerceau quotidien. C'est le cerceau de Ganymède, par exemple. Alors, Ganymède, c'est celui que Freud... Oui, parce que je veux jouer aussi sur l'inconscient et je me laisse prendre par les mots. Non, mais celui que Zeus tente de séduire. Et quand on représente Ganymède avec un cerceau, c'est pas du tout pour montrer le jeu du cerceau. C'est pour rappeler le fait que Ganymède est un jeune homme extrêmement proche de l'enfance, vous voyez. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Parce que la grande tradition s'en tient quasiment exclusivement à des jeux qui sont, au fond, considérés comme les plus importants. Et du coup, en termes d'histoire de la pratique, et non plus en termes d'histoire de l'art, vous distinguez quels sont les jeux importants par rapport aux autres. Bon, première réponse. Deuxième réponse, on voit émerger beaucoup plus tardivement, non pas encore avant le sport, mais dans ce que j'appellerais le pré-sport. On voit émerger au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment des Lumières, au moment où des gens comme Diderot disent, en s'adressant à l'artiste, au fond, essayez de restituer ce que vous voyez dans les rues, ce que vous voyez quotidiennement, ce qui, au fond, vous semble banal, mais au moins est important. À ce moment-là, commence à être repris par les grands artistes, Chardin, Fragonard, etc., commencent à être repris les jeux quotidiens. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous voyez commencer à apparaître en quelque sorte des jeux qui existaient bien entendu, mais qui, au fond, au niveau de l'esthétique et au niveau de l'art, étaient négligés. Alors donc, vous avez même des pratiques qui sont sidérantes et passionnantes. La balançoire. Pourquoi Fragonard représente-t-il la balançoire? Parce qu'à la fois, ça renvoie à une forme de vertige, etc. Ça renvoie à cette fameuse image où vous avez celui qui regarde en dessous les jupes de la jeune femme, etc. Vous avez aussi la tentative de représenter l'instant, la jeune fille à la balançoire, lorsqu'elle est balancée vers l'avant, elle perd sa sandale et vous voyez la sandale vers le haut de l'image. Donc, vous voyez, il y a un enrichissement considérable du quotidien. Voilà. Et puis, lorsque le sport apparaît, et vous avez raison de dire que le sport, au fond, renvoie à un moment de l'histoire. Pour moi, les pratiques, genre, on ne va pas rentrer dans des détails historiques qui sont compliqués, mais pour moi, les pratiques traditionnelles, ce sont des pratiques de jeu qui ne sont pas vraiment organisées avec une temporalité précise, qui ne sont pas organisées avec des espaces précis, avec des règlements généraux. Oui, les pratiques, ça change d'une vallée à l'autre. Il n'y a pas de règlements qui sont des règlements, au fond, susceptibles de rassembler beaucoup de monde. Il n'y a pas de rencontres qui se font d'un espace à un autre. Pour pouvoir avoir ces rencontres, il faut quand même disposer
au fond, de facilité de transport qui n'existe pas au XVIIe. Il faut aussi du temps, il faut qu'apparaissent les loisirs, etc. Donc le sport, ça implique, et c'est passionnant comme question, parce que ça renvoie à un nouveau type de société. Le sport, ça implique des modalités institutionnelles et organisationnelles qui n'existaient pas auparavant. Mais à partir du moment où ce sport apparaît, et où il y a indiscutablement une grande séduction, à la fois du spectacle, de la participation, il y a une fascination pour le mouvement, etc. Là, l'artiste représente l'ensemble des sports. Regardez des gens comme Van Dongen, qui représentent la boxe, qui n'était pas très présente auparavant, des gens comme Delaunay, qui représentent le rugby, vous voyez, qui n'était pas très présent, l'Aviron, Segonzac, qui représente la course. Ça, c'est extrêmement neuf. Et c'est très, très intéressant parce que ça suraccentue, là encore, l'attention au mouvement, l'attention au corps. Il y a le problème des corps, hein. Les silhouettes, les morphologies, et c'est très neuf. Et on a tenté de le traduire dans le texte, effectivement, enfin dans les images. C'est intéressant ce que vous racontez sur cette longue histoire des sports. Oui. Jugé voilà, jugé vulgaire pour les uns et jugé noble pour les autres, parce qu'évidemment on retrouve ça avec les Jeux Olympiques où il fallait avoir du temps pour être athlète, puisque il fallait être bénévole, c'était pas rémunéré, donc réservé à l'aristocratie. Ce qui me permet de vous poser la question un siècle et quelques plus tard, c'est-à-dire quand vous avez commencé en tant qu'historien au milieu des années 70 à vous intéresser à ce sujet-là, ça voulait dire quoi pour vous être historien du sport ou s'intéresser au corps? C'était pas l'histoire politique, c'était pas l'histoire militaire qui était quand même deux des genres majeurs qui se pensaient supérieurs dans votre discipline. Non, mais vous avez raison. Moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, alors je vais jouer sur une métaphore un peu bébête, si vous voulez, c'est que ce qui paraît marginal, si vous l'étudiez avec attention, ça revient au centre. Je m'explique. Si vous regardez les Jeux Olympiques grecs, vous vous dites, mais oui, c'est magnifique. Pierre de Coubertin, mais oui, c'est magnifique, ça ressemble à ce qu'on a fait, il faut s'en inspirer, c'est absolument remarquable, ça permet de distinguer les valeurs, la morale, etc. Bon, regardons avec attention les Jeux Olympiques grecs, regardons avec attention. Ça ne concerne, en termes de pratique, que les citoyens, c'est-à-dire finalement ceux qui appartiennent à l'élite de la société. Qui ne sont pas étrangers, qui ne sont pas esclaves. Excluent les artisans, excluent évidemment les esclaves, excluent les femmes. Les femmes sont même interdites d'assister au spectacle. Elles ne parviennent parfois à assister que lorsqu'elles se griment avec des habits masculins. Bon. Et du coup, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle une société très particulière, avec son profil esclavagiste, élitiste, avec son profil aussi qui porte sur l'intérêt des premiers et pas des autres, mise en évidence des héros, statues, vous voyez, et le sport finalement révèle quelque chose. En plus, il y avait contrairement aux Jeux récents, il n'y avait que le premier qui était récompensé, pas le deuxième et le troisième. Oui, bien sûr, et ça a immédiatement un profil qui est un profil social. Mais si vous regardez le sport aujourd'hui, enfin, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, ce serait compliqué, mais qu'est-ce qu'il met en valeur? Il met en valeur qui sont, contrairement à ce que l'on croit, qui met en valeur des données qui sont démocratiques, c'est-à-dire les gens toujours qui sont absolument considérés qu'au même niveau, qui se battent entre eux, ça renvoie au concours qu'invente la société démocratique du début du 19e, et c'est un autre type de société, ça suppose des transports, ça suppose des terrains organisés par au fond, le centre, hein, l'État, etc. Ça suppose aussi quelque chose que l'on oublie complètement. C'est non seulement une démocratie qui accepte la participation de tous, mais c'est une démocratie qui est censée, alors c'est pour ça que c'est un mythe, parfois c'est un biais, hein, mais qui est censée, au fond, être représentatif de bout en bout, à savoir le club. C'est un lieu où on élit le président, les trésoriers, etc. Les clubs sont des lieux qui élisent les sociétés intermédiaires au niveau régional, et le niveau intermédiaire régional élit des représentants de la fédération au niveau national. Apparemment, c'est génial, si vous voulez. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Prenons un exemple tout simple, le CIO, ce n'est absolument pas une institution démocratique. Donc l'organisation des Jeux Olympiques. Et c'est en ça qu'il y a du mythe, parce que ça fait croire, si vous voulez. Vous voyez, bon, mais on voit bien, là encore, que ça traduit un certain type de société, avec du temps, une autre vision du temps, avec une laïcité qui organise la temporalité. C'est plus du tout une temporalité religieuse. Comment vous dire, le calendrier sportif, c'est un calendrier totalement laïque. Vous voyez, si vous rentrez dans le détail, au fond, ça reflète quelque chose qui est dans une société. Donc, ce que je dis,
pour me résumer en un mot, c'est que contrairement à ce que l'on croit, les jeux sont particulièrement représentatifs de situations organisationnelles et sociales. Et donc, en faisant l'histoire des jeux, vous faites l'histoire de la société. Alors jusqu'où justement c'est représentatif de l'organisation civilisationnelle et sociétale, parce que ce que vous montrez dans ce livre, mais aussi dans plusieurs de vos livres, et que vous présentiez dès Le corps redressé, votre premier travail, c'est que c'est aussi le sport un moyen de contrôler les corps et donc les êtres qui vont avec, et aussi par cela et par là les représentations, de dire quels sont les corps vers lesquels il faut aller, donner des modèles et dire les contre-modèles. Alors, mais à nouveau, vous posez une question qui est centrale et qui est une question qui renvoie aussi, moi je vais dire très modestement, à la façon même dont j'ai travaillé. Autrement dit, dans Le corps redressé, bon, j'espère que je vais être compris et que je n'apparaîtrai pas comme agressif, etc. Mais dans Le corps redressé, j'ai été follement influencé par le livre de Foucault, Surveiller et punir, qui était sorti en 1976, si mes souvenirs sont bons, et ma thèse, elle avait été soutenue en 1978. J'avais été très influencé par Foucault, parce que Foucault, dans ce livre-là, Surveiller et punir, montre que nos sociétés, et en particulier les sociétés occidentales, sont des sociétés qui disciplinent les corps, leur imposent des façons d'exister, des façons de se tenir, des façons de se comporter, des façons de réussir, etc. Et bien sûr, le redressement, c'est un assez merveilleux exemple de la manière dont on demande aux individus de se tenir. Et il y a effectivement, indiscutablement, une grande histoire des pratiques favorisant le redressement. Vous voyez, jusque à la limite à la prise de conscience de la tenue que l'on a, de l'intériorisation, si vous voulez. Bon. Et puis, je ne veux pas non plus dénoncer Foucault, pour lequel j'ai quand même une immense admiration. Et puis, les années passant, j'ai un peu posé les questions autrement. Et je me suis rendu compte que travailler sur le corps, c'est à la fois, bien entendu, montrer comment il est soumis à de la norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exister sans norme. Vous voyez, moi, je ne peux pas vous parler si je n'ai pas des normes. Sinon, mon discours devient incompréhensible. C'est blablabla. Vous voyez, il faut que je contrôle, que j'arrête mon mot, que j'attende, etc. Et ça renvoie à la fois à un contrôle et à une discipline. Mais ce dont je me rends compte, en travaillant de plus en plus sur ce thème-là, c'est que c'est un lieu de paradoxe considérable. Parce qu'à la fois, c'est une contrainte et en même temps, c'est une libération. Et donc, ça m'avait d'ailleurs été déjà remarqué par mon directeur de thèse qui me dit « Oui, mais vous insistez trop sur le contrôle » et qui était très fin. Très bon. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que le corps, c'est aussi un lieu de libération. C'est aussi un lieu d'affranchissement. Et quand vous faites l'histoire du corps, vous vous rendez compte, alors je ne veux pas être trop rapide et je ne veux pas être caricatural, mais vous vous rendez compte qu'il y a des étapes successives d'affranchissement. Et que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est pas seulement un lieu d'obéissance, de passivité et un lieu où vous subissez. C'est un lieu aussi où vous vous affranchissez et où vous inventez. Et quand vous regardez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le vêtement. Ouais. Et quand vous regardez par exemple la manière dont le vêtement traduit une histoire, vous vous rendez compte que, enfin je ne veux pas schématiser là encore, mais vous vous rendez compte que le vêtement, traditionnellement, c'est vraiment un lieu d'imposition, jusqu'à la géométrisation des corps. Et en fait, j'avais travaillé sur la robe en particulier. Et plus vous avancez dans le temps, et plus vous vous rendez compte que le vêtement, c'est aussi un lieu où la morphologie finit par s'imposer sur le vêtement. Vous voyez, le fait, par exemple, que le pantalon succède à la robe, c'est indiscutablement un affranchissement. C'est une manière de mieux exister et au fond, de suggérer les formes de façon plus subtile que la robe pouvait le faire, même si la robe a fini par adopter le profil de la morphologie. Donc moi, je suis de plus en plus sensible. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai terminé, là, qui devrait sortir dans quelques mois, je ne sais pas, ça dépend de l'éditeur, c'est un autre problème. Je ferme ma parenthèse. Non, mais en fait, l'affranchissement devient assez au cœur de mon développement. Et je crois qu'il y a trois choses, si vous voulez. Vous ne m'avez pas posé la question, mais c'est comme si vous me l'aviez posée. D'accord. Je crois qu'il y a trois choses.
il y a l'histoire du corps qui est un lieu d'affranchissement. Alors, vous voyez, par exemple, lorsque Rousseau, dans l'Émile, en 1762, vous dit « arrêtez de porter des corsets, arrêtez d'imposer des corsets aux enfants, laissez-les bouger ». Bon, indiscutablement, c'est une façon de libérer. Et si vous revenez à Foucault, Foucault va vous dire « oui, mais Rousseau dit ça, mais en dessous, il continue de diriger les enfants ». Alors, à un sens, Foucault a raison, mais à un autre sens, Rousseau libère bien en favorisant le mouvement. Et en favorisant le mouvement, il donne finalement à l'enfant la possibilité de trouver des forces et la possibilité, effectivement, de se grandir et de s'affranchir. Ça, c'est une première chose. Et je trouve que l'histoire du corps, ça apporte une deuxième chose, qui est souvent oubliée. C'est que, à travers ce que je viens de dire, il n'y a pas seulement de l'affranchissement. Il y a une manière de donner de plus en plus de présence à la singularité de chacun. Si vous prenez le 18e et que vous restez à l'époque de Rousseau, vous voyez qu'il y a d'autres auteurs, je pense à Lavater en particulier, qui s'intéressent de plus en plus aux traits singuliers des gens, à la manière dont, au fond, votre apparence fait traduire quelque chose qui ne relève que de vous-même. Et si je reste sur Rousseau, et si je prends un exemple qui est tiré de la Nouvelle Héloïse, qui est un roman contemporain quasiment à une année près de l'Émile, si je prends l'exemple de la Nouvelle Héloïse, vous avez un passage absolument magnifique dans Rousseau, qui est le suivant, je vais très vite. Donc Saint-Preux, amoureux de Julie, amour qui ne peut pas se réaliser pour des raisons diverses et qui sont en particulier sociales. Saint-Preux demande à Julie de lui envoyer son portrait pour qu'il reste dans le souvenir de Julie, etc. Julie envoie le portrait. Je suis un peu long, mais c'est important. Et Saint-Preux réagit. Il va dire, bah oui, l'artiste, il a quand même été fidèle à ce que tu es, je te retrouve, bon. Mais, alors il y a plusieurs mais. Mais le portrait est figé, c'est pas ta vie, etc. Bon. Mais il y a d'autres mais, beaucoup plus intéressants. Et il dit, l'artiste, il a quand même été séduit, non pas par ton modèle à toi, mais par le modèle traditionnel. Autrement dit, tu as un menton qui n'est pas totalement symétrique, mais lui, il est obsédé par les traditions, je dirais, de forme, et donc il favorise la courbe symétrique de ton menton. Mais c'est pas toi. Il oublie ton petit grain de beauté, il oublie ta petite cicatrice au niveau de la lèvre. Et comment conclut Saint-Preux? Il dit, et si je t'aime, c'est parce que c'est toi, et seulement toi, dans ton physique. Et ça, c'est une invention magistrale. C'est-à-dire, c'est inventer la physionomie comme un lieu de singularité. Et plus vous avancez dans le temps, et plus cette singularité va s'imposer. Je vous interromps. Il y a une troisième chose. Bah oui, allez-y. Il y a une troisième chose. Je voudrais vous interroger sur la question de la représentation du corps des femmes. Mais allons-y. Mais il y a une troisième chose. Il y a une troisième chose. Je me faisais tout à l'heure un lapsus sur Freud. Mais si vous vous intéressez à la façon dont, au fond, le temps a réfléchi sur l'affect, a réfléchi sur l'émotion, ce qu'on a fait avec Jean-Jacques et Alain sur l'histoire des émotions, si vous réfléchissez à ça, vous voyez que, en fait, de plus en plus, alors je pourrais prendre 1000 exemples, mais je ne veux pas être trop long, de plus en plus, ces émotions s'intériorisent et, au fond, deviennent des lieux où l'espace intérieur croît, et la façon dont c'est représenté, c'est une manière qui est traduite par le corps tout en étant plus ou moins contrôlée. Et donc l'espace intérieur grandit. Ça donne trois choses: s'affranchir, s'individualiser, s'intérioriser. Alors du coup, j'ai plein de questions par rapport à ce que vous venez de dire. Mais je vais d'abord partir sur la question de ce que vous disiez sur l'affranchissement et la libération par le sport. D'accord. Parce que ça m'interrogeait ce que vous disiez, notamment par rapport au corps des femmes, sportifs, d'abord leur accession au sport et la reconnaissance. Et moi, ce que je vous disais juste avant la rencontre, j'ai été surpris dans votre livre sur le sport dans l'art, qu'on voit quand même dans les temps passés, beaucoup de femmes pratiquant du sport, alors principalement des archères. Vous avez raison. Mais que affirmer sa singularité, on le voit avec des exemples récents, notamment toute la génération Serena Williams, par exemple, les sœurs Williams, par exemple, au tennis, où ça a été compliqué d'affirmer que pour performer, il fallait muscler son corps par rapport au canon féminin, qui était encore très présent et qui étaient des injonctions qu'elles ont contournées par leur habit, par le maquillage, par des signes de féminité. Très juste. Comment vous percevez cela? En fait,
ce que vous avez dit, moi, je ne peux qu'y souscrire complètement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont produites. Indiscutablement, un immense affranchissement de la part de l'horizon féminin, qui est un affranchissement assez récent, finalement. Vous savez, si je reviens sur Pierre de Coubertin, lui, il ne pouvait pas imaginer des Jeux Olympiques avec une participation féminine. Il dit l'athlète contemporain, c'est le mâle s'affrontant, l'agone, si vous voulez, etc. Bon, et c'est pas du tout, les femmes ne sont pas faites pour ça. En plus, on peut pas les voir souffrir sur un terrain, on peut pas les voir faisant paraître des parties de leur corps qui n'ont pas émergé, etc. En plus, il y a les médecins qui pensaient que les organes allaient descendre. En plus, vous avez tout à fait raison, bien entendu, le vélo comme dangereux. Bon. Et donc là, il s'est produit indiscutablement un affranchissement qui me paraît majeur. Et on revient à la question de tout à l'heure, à savoir que dans ces pratiques qui paraissent marginales, c'est le centre qui émerge, c'est-à-dire finalement un véritable affranchissement féminin. Et aujourd'hui, vous avez, pour revenir un instant au JO, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez pour la première fois une participation égale, démographiquement, entre les hommes et les femmes au niveau des Jeux de 24 à Paris. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas dans les JO précédents. Avec des consignes de filmer les femmes, notamment au beach volley, très différemment des précédentes Olympiades, ne pas se contenter de filmer leurs fesses, par exemple. Ah, vous avez tout à fait raison. C'est comme aussi un signe d'évolution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était une consigne et ils l'ont dit, les organisateurs. Oui, parce qu'ils avaient même calculé en termes de pourcentage les images. Vous avez tout à fait raison. Bon, et il se passe la deuxième chose que vous évoquiez très bien, c'est à savoir, regardez par exemple Marie-Jo Pérec, à savoir que les femmes font apparaître non seulement des profils qui s'imposent et qui sont des profils diversifiant les qualités physiques. Ne l'oublions jamais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une conquête du féminin sur des qualités de plus en plus diversifiées, des qualités qui étaient totalement interdites auparavant, la force, la résistance, la vitesse, etc. Bon. Et en même temps, une fois que l'on a dit ça, il y a effectivement la tentative de faire apparaître sa personnalité. Et ça, c'est absolument magnifique, c'est des conquêtes géniales, vous voyez ? Je reviens juste un instant pour montrer d'autres images de votre livre. Alors j'ai évidemment les archères, j'ai aussi des femmes jouant à la raquette. Oui. Comment vous expliquez que finalement, malgré ces réticences fin 19e, début 20e, des femmes en train de faire du sport, que dans l'histoire de l'art, il y a quand même, alors je ne sais pas après si c'est votre regard avec les autres auteurs, ou si il y a quand même une abondance de tableaux, de dessins, de toutes sortes d'œuvres d'art représentant des femmes en train de faire du sport. Oui, mais alors, oui, mais une fois encore, voyez, on revient à ce que nous disions au début. S'il y a une présence féminine, d'abord elle est assez restreinte, traditionnellement, hein, on parle de la tradition là. D'abord elle est assez restreinte et en plus elle n'est pas nécessairement représentée par les grands artistes. Vous voyez, les grands artistes, moi je prends un exemple très simple, qui est celui de Léonard de Vinci. Les grands artistes, ils laissent peu de place, finalement, aux pratiques de jeux, etc. Parce qu'en plus, on l'oublie, on ne l'a pas dit, mais il faut le dire. Les jeux traditionnels sont considérés par la culture, appelons-le classique, comme des jeux inquiétants. C'est des jeux de passion, c'est des jeux sulfureux, c'est des jeux qui divertissent, des choses sérieuses comme la religion, par exemple. C'est pas sérieux comme la religion, oui. Il ne faut jamais oublier les fameuses... dissertation de Pascal sur le divertissement, c'est un lieu inquiétant. Bon. Donc il y a relativement peu, je crois, hein, de représentation féminine et surtout il y a peu de grands artistes qui représentent cela. En revanche, indiscutablement, la conquête s'est faite, quoi. C'est-à-dire que ça déborde l'artiste lui-même. Il y a un mouvement collectif majeur qui fait que le féminin s'impose. Et s'impose, je trouve, de manière absolument remarquable. Vous avez une autre histoire sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé parce que je trouve qu'elle est importante, l'histoire de la robe. Autrement dit, si vous prenez l'exemple de la robe, je ne veux pas être long, mais vous voyez qu'il y a une première conquête qui est celle correspondant au moment de la Révolution française. La robe traditionnelle, c'est une robe qui est en trois grands repères, le buste extrêmement serré avec un corset,
le bas qui est de plus en plus ouvert et qui s'anonymise, évidemment, pour ne pas représenter les jambes, et puis éventuellement le col qui fait émerger le visage, comme si vous aviez la restitution, au fond, d'une sorte de vase. Vous voyez, le bas du vase, c'est la robe, et puis ensuite la fleur, la tige, c'est le tronc, et la fleur, c'est le visage. Bon, très bien. Et la Révolution française impose une rupture de ce genre de choses, mais on voit bien que l'histoire féminine est beaucoup plus compliquée et que la Révolution française ne permet pas d'imposer le travail féminin. Il y a une résistance. La femme n'entre quand même pas dans l'espace public après la Révolution française. Donc on retrouve la tradition dans la robe romantique, à la fois le corset, etc. Et puis il y a tout un travail du 19e qui est vraiment assez magnifique, hein, et qui est majeur, George Sand et autres, qui consiste à nouveau à tenter de faire en sorte que la robe réponde aux lignes du corps, avec des combats. Par exemple, dans les années 80 du 19e, vous commencez à avoir un combat majeur, féministe, qui consiste à essayer de mobiliser, avec des mouvements collectifs, hein, à mobiliser les médecins, les journalistes, avec des apparitions dans la presse, en disant « arrêtez de nous contraindre », d'autant qu'elles entrent dans l'espace public, elles entrent dans des types de travaux qui jusque-là n'étaient pas les leurs, et donc la robe obligatoirement se transforme. Et ce n'est pas forcément l'invention, contrairement à ce que l'on croit, de couturier, c'est véritablement la pression féminine qui fait que le dispositif contraignant s'allège, vous voyez. Et de ce point de vue, cette dynamique-là, vous la retrouvez inévitablement dans la pratique sportive. Et puis je voudrais terminer, parce qu'on arrive presque déjà au terme de l'heure, et puis on va prendre vos questions dans un instant, sur ce que vous disiez notamment sur la question du sentiment. Hein. Vous avez écrit Le sentiment de soi, ouais, qui fut notamment l'un de vos livres. Alors finalement, je ne sais pas trop par quel côté prendre cette question-là, parce que ça m'amène à plusieurs choses. Ça m'amène à la question du ressenti et de ce qu'on cherche dans le sport, avec notamment le développement des pratiques les plus des sports extrêmes, chercher le vertige, est ce que vous écrivez dans votre chapitre sur la quête de la montagne, qui est la limite, qui est le vertige. Et en même temps, c'est aussi une expérience très individuelle dans des pratiques qui sont, elles, collectives. Vers où on va peur? Non, mais je pense que là encore, vous avez des questions qui sont au cœur, si vous voulez. Ce qui s'est produit, vous voyez, je reviens à mon troisième point de tout à l'heure. Qui s'est produit, c'est progressivement une intériorisation de la manière d'exister. Je sais pas, Proust, c'est un exemple magnifique sur la façon dont le corps existe dans l'intérieur de soi. Vous voyez, bon, même les premières pages de la recherche, c'est comment je m'éprouve, quoi. Et je trouve que le sport, insensiblement, a donné une place croissante à la façon dont les individus s'éprouvent. Je prends un exemple très simple, que je crois que j'en discutais encore hier avec des amis autour de la table. Je prends un exemple très simple. Ça paraît là encore complètement marginal, et c'est central. Lorsque un cycliste a un accident, triste, affreux, très bien, mais il récupère. Et le voilà qui retrouve son équipe. Bon. Alors les journalistes l'interrogent, comment ça se passe, comment ça va, etc. Et vous savez ce qu'il dit? Il ne dit pas « Ah, c'est génial, j'ai retrouvé mon souffle, j'ai retrouvé ma résistance, j'ai retrouvé mon allant. » Pas du tout. Il dit « J'ai retrouvé mes sensations. » C'est quand même incroyable. C'est des gens qui montent le Ventoux et je ne sais quoi, et qui, plutôt que de dire « j'ai retrouvé mon souffle, j'ai retrouvé mes sensations », c'est fou. Sauf qu'ils ont une sensation qu'ils auraient voulu avoir évité, c'est que quand ils sont chutés en descente, quand ils se retrouvent dans des compétitions à descendre, on les voit beaucoup moins à l'aise sur leur machine, parce qu'ils ont ce souvenir-là de la chute. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison, vous avez raison. Mais vous voyez bien que ce qui quand même prend de plus en plus de place, c'est la manière dont le corps est éprouvé. Alors je terminerai là-dessus. Si la manière dont le corps est éprouvé prend de plus en plus de place, vous voyez que lorsque vous faites une histoire des jeux, et en particulier une histoire des machines ludiques, vous vous rendez compte que ce sont les machines qui privilégient le sensible qui deviennent de plus en plus importantes. Les skates, le deltaplane, le vol libre, tout ça ne fonctionne que parce que vous êtes attentif aux informations qui vous sont données. Vous voyez, c'est plus le corps qui fait l'effort sur les objets, c'est le corps qui d'abord doit interpréter la façon dont les objets informent. Et ça
c'est à la fois neuf et central. Et jusqu'où, pour vous, ça peut redessiner le sport, puisque c'est vraiment une expérience personnelle, intime, là où le sport a une dimension collective dans la participation et dans la manière de regarder le spectacle. Exactement, exactement. Oui, oui. Et je pense aussi que vous parlez collectif, vous avez raison. C'est une façon aussi, alors sans doute j'exagère un petit peu, mais c'est quand même ça. C'est une façon aussi où votre relation avec le partenaire, c'est à la fois une relation qui porte sur je dirais la façon de faire, la pratique, mais sur l'information, les informations qu'il vous donne, et en même temps ce que vous ressentez par rapport à ce que lui peut ressentir. Et alors je reviens à l'exemple que je trouve assez important, hein, des Jeux paralympiques, lorsque, il y a un exemple très précis, lorsque des personnes qui sont en difficulté de vision courent avec quelqu'un qui est à leur côté et qui les guide, il y a un échange qui porte sa sensibilité intérieure, et pas seulement, vous voyez. Et ça, c'est une conquête. Et je veux dire, je veux vous ramener un peu dans le... Ouais, magnifique ça. Je me dis que magnifique. Lui, ce monsieur, rupture. Avec son regard, il ressent des choses. Mais non, mais ça, c'est une rupture. C'est la grande rupture du 18e. Voilà. C'est une image fondamentale. Ah oui, vous ne trouvez pas ça au 16e, c'est impossible. Ouais. Oui. Et on le voit vraiment ressentir quelque chose. Exact. Éprouver du plaisir. Exact. Oui, oui. Voilà, j'aurai encore évidemment plein de questions, mais je vous propose de continuer avec les vôtres pour continuer cette conversation. Qui souhaiterait poser une première question? Il faut toujours, voilà. Monsieur à gauche, alors je crois normalement qu'on doit vous donner, voilà, on va vous apporter un micro. Pardon. Bonjour, je vous ai vous interrogé sur le rôle de la triche. Juste comme ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus affiné Non, mais moi je vous répondrai... on ne peut pas répondre sur tout, hein, mais je vous répondrai de la manière suivante. Ce qu'invente le sport, en fait, au début deuxième moitié du 19e, les Anglais, c'est un peu avant, hein, c'est vers le milieu du 19e. En France, c'est plutôt les années 80. Bon, ce qu'invente le sport, c'est plusieurs choses, au-delà des pratiques démocratiques, etc. C'est une tentative de valoriser la pratique, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque le jeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est considéré comme une pratique un peu sulfureuse, passionnelle, inquiétante, dangereuse, etc. Bon. Et le sport, en fait, tend, pour des raisons diverses, il légitime, vous voyez, c'est une pratique de loisir, mais il légitime la pratique de plusieurs façons. D'une part, en disant que c'est un lieu pédagogique, c'est-à-dire c'est un lieu où vous apprenez, où vous vous formez, et qu'en plus, à l'arrière-plan, deuxième moitié du 19e, l'arrière-plan, c'est quand même militaire, etc., mais pas seulement, moral, bon, respect. Et en même temps, c'est un lieu éminemment moral. L'obsession de Pierre de Coubertin sur l'amateurisme, vous voyez, c'est une chevalerie moderne, si vous voulez. Et donc, le tricheur, c'est vraiment celui qui transgresse de manière assez centrale par rapport aux valeurs portées par cette sorte nouvelle de considérer la pratique. Et la triche, évidemment, elle peut avoir plusieurs aspects. Hein. Elle peut avoir un aspect, je pense au Tour de France, vous faites porter en voiture par rapport aux coureurs, etc. Et elle peut avoir un aspect aujourd'hui qui porte sur le dopage. Et regardez à quel point les individus dopés tentent coûte que coûte de se défendre jusqu'au dernier moment, comme étant « mais non, mais j'ai pas été dopé, ça s'est passé à mon insu », ça. Comme si c'était leur identité qui était en cause. Parce que le sport a inventé, de façon un peu artificielle, hein, a inventé un nouveau type de morale, mais qui n'est pas étrangère à la façon dont la République devait faire exister un nouveau type d'existence collective qui ne passait plus par la religion, qui passait par le respect de l'autre, etc. Donc c'est lié. Je vais un peu vite et je caricature, mais je pense que c'est lié. Merci. Une nouvelle question ? À droite, au deuxième rang. Pareil, on va vous apporter un micro. Pour ça, je profite pour vous montrer quelques images, que moi j'aime beaucoup ce livre. Images de boxeurs, de lutteurs. Ça, c'est le 19e. Voilà. Alors dans ce cas, c'est Courbet, hein, c'est les grands. Voilà. Là, c'est les grands peintres, là. Hein. Les grands peintres. Ouais. Et puis pour avoir aussi des images contemporaines, ces superbes images. Alors ça, c'est Yann Descamps, c'est Yann Descamps qui a beaucoup fait là-dessus. Ouais. Il y avait une question. Oui. Je crois que c'est Belinda. Oui, c'est moi.
moi. Merci beaucoup. Je suis très passionnée par tout ce que vous avez dit. Et une question un peu floue, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on est entré dans un nouveau moment de notre rapport au corps, que pour synthétiser, je dirais être celui du transhumanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le corps doit être malléable à souhait, que le corps, c'est le sentiment qu'on a de son corps et qu'au fond, on est en train de proposer de décoller des obligations qui étaient celles que nous impose le corps, que traditionnellement était celui de notre corps. Et aujourd'hui, on est le corps qu'on souhaite avoir. Alors, ma question, c'est un peu, qu'en est-il du sport dans un moment où, justement, le corps n'est plus une donnée à une donnée fixe, mais où au contraire on peut en faire ce qu'on veut. Alors moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites concernant ce sentiment que à la fois on peut transformer, et je pense que ça répond à deux catégories de repères en quelque sorte. Le premier repère, c'est l'accentuation de l'individualisation, c'est-à-dire que l'individu est de plus en plus autonome et il a le sentiment, au fond, qu'il peut choisir, y compris d'ailleurs son appartenance sexuelle. Et la deuxième catégorie de repères, c'est que les possibilités techniques semblent de plus en plus, au fond, diversifier et offrir des ouvertures auxquelles on ne songeait pas. Ce qui entraîne, bien sûr, ce sentiment que l'on peut disposer de soi de façon beaucoup plus ouverte que cela pouvait exister auparavant. Alors, à la fois, ça renvoie indiscutablement à je ne sais pas, ce que j'appellerais, moi, un gain, un affranchissement, un grandissement. Et en même temps, ça renvoie à quelque chose, vous voyez, je reviens à l'idée du mythe, ça renvoie à quelque chose qui peut aussi, enfin, je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais qui peut aussi être de l'ordre de l'illusion. Je trouve que ce que l'on assiste aujourd'hui dans cette grande dynamique culturelle qui s'appelle le développement corporel, ou comment ça s'appelle? Le développement personnel. Ce qu'on assiste à cela, c'est sans doute... et moi, j'ai tendance à considérer que ça va sans doute un peu trop loin. C'est sans doute l'idée sur laquelle on peut totalement disposer de soi. Quand on lit certains textes de développement personnel, on voit en particulier des affirmations du type suivant: ah ben oui, j'ai été malade, j'ai été au fond perturbé, j'étais pas bien, et puis je me suis rendu compte que tout dépendait de moi, et je me suis affirmé, et c'est totalement oublié. Donc, à la fois, pour me résumer, ce genre de repère correspond à un gain considérable, surtout si l'on compare à ce qui pouvait être perçu auparavant. C'est un gain considérable, c'est quasiment révolutionnaire par rapport à la relation à soi. Et en même temps, c'est sur une crête qui est toujours un petit peu susceptible de devenir inquiétante. Voilà la réponse que je ferai. C'est une réponse que je voudrais équilibrer. Une réponse de Normand peut-être. Une autre question, monsieur, devant. Voilà, au deuxième rang. Bonjour, monsieur. Ma question aurait trait au sport et l'argent. Comment pourrait-on éventuellement canaliser un petit peu ce phénomène, partant d'un principe tout simple, qu'à effort égal, il y a une disparité phénoménale quant à l'argent rétribué à tel ou tel sportif. Y aurait-il un moyen au niveau du CIO, ou à quelque niveau que ce soit, pour canaliser un petit peu ces excès? Et y aurait-il, de votre point de vue, une façon de faire pour éviter des rémunérations qui, aux yeux de beaucoup de personnes, s'avèrent complètement scandaleuses? Merci. Oui, non, moi je sais pas, moi je comprends parfaitement votre question, hein, mais je répondrai à plusieurs points. Ce qui s'est passé quand même dans les périodes récentes, à la limite ça commence avec le Tour de France. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Tour de France 1903? Desgranges, qui organise le Tour à partir de son journal
qui est l'auto, et qui veut faire réussir l'auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que s'il voulait vendre son journal, il fallait qu'il attire le public. Et pour attirer le public, il invente une épreuve qui, en 1903, apparaissait absolument extraordinaire, à savoir faire le tour de la France en vélo. Avec lui, il mettait quasiment les cyclistes en compétition avec les locomotives, vous voyez. Et il disait, on va traverser la France, on va apporter dans les régions les plus éloignées les images de l'industrie, la France qui avance, etc. Très bien. Mais la façon dont il invente le tour, c'est une manière qui est financière. C'est-à-dire qu'il paie évidemment les coureurs, bon, très bien. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est deux choses. C'est d'une part le fait de pouvoir raconter la course, parce que la course, quand vous êtes au bord de la route, vous voyez rien. Je pense à un passage de Colette qui est magnifique, 1912. Colette, l'écrivain, hein, dit, j'ai vu passer, je ne sais plus dans quelle banlieue parisienne, j'ai vu passer les coureurs, c'était des dos en arceaux, le visage plâtré, la boue partout, ils sont passés en 30 secondes, et puis ils ont disparu. Et Desgranges lui raconte. Il raconte ce que les gens des bords des routes ne peuvent pas voir. Donc il excite, si vous voulez. Il excite le public qui va lire un récit. Donc, Desgranges est un des premiers, parce qu'on n'a pas parlé du récit. C'est très intéressant, ça, très intéressant. Il n'y a pas de récit dans les périodes traditionnelles. Quand vous lisez, je fais une parenthèse, ne m'en veuillez pas, quand vous lisez Saint-Simon et que vous le voyez évoquer comme ça la présence d'un pommier, un joueur de paume, hein, à l'époque de Louis XIV, Saint-Simon dit rien, il raconte jamais. Ça se raconte pas. Or, Desgranges invente le récit, c'est-à-dire qu'il crée du narratif. Surtout pour des gens qui ne pouvaient pas le voir, parce qu'il n'y avait pas la télé. Exactement, il crée du narratif, et donc par là même, le simple repère narratif permet de grandir considérablement son lectorat. Il a, je crois, 10 000 ventes en 1903, ça monte très vite à quasiment 100 000, très vite, hein, et le million 10 ans après. Mais il y a une deuxième chose que Desgranges invente, c'est qu'à partir du moment où son journal accroît sa possibilité de diffusion, il a la possibilité d'attirer des annonceurs qui vont être intéressés par le fait de faire la publicité dans ses pages. Donc il a deux gains, vous voyez. Et lui, c'est ça qui l'intéresse. Bon, évidemment, Desgranges est un sportif, c'est un ancien recordman de l'heure de cyclisme, c'est vrai, indiscutablement, il y a une passion chez lui, oui, oui. Mais ce qui l'intéresse, c'est quand même le gain. Bon, à partir du moment où il y a ce type de gain, est-ce que les coureurs n'auraient-ils pas le droit de demander aussi une rétribution dans la mesure où ce sont eux qui portent le spectacle, vous voyez? Et donc c'est très ambigu cette affaire. Et quand vous regardez la question de la télévision aujourd'hui, vous voyez qu'il s'agit exactement de la même chose. C'est-à-dire que la télévision, elle achète le spectacle, elle vend le spectacle à des téléspectateurs qui vont être attirés par le live, voire fascinés par le live, mais elle vend aussi le spectacle des annonceurs. Et ça fait rapporter un argent considérable à la chaîne. Vous voyez? Et pourquoi les compétiteurs n'auraient-ils pas le droit de dire, mais après tout, ça nous concerne aussi? Donc c'est très compliqué cette affaire quand même. Vous voyez? Et moi je trouve qu'il y a une légitimité assez indiscutable à ce que les pratiquants revendiquent la possibilité d'être financés, comme, je sais pas, comme quelqu'un, un homme ou une femme de variété puisse demander un financement de son show, vous voyez. Alors, en revanche... Je parle de sommet indécent. Ça dépend ce qu'on entend pour ça, une indécence, vous voyez. Ça dépend. En revanche, où vous avez raison, où je suis totalement d'accord, hein, c'est que certaines institutions qui se prétendent démocratiques ne le sont pas. Par exemple, le CIO n'est absolument pas démocratique. Le CIO, c'est une grande engeance collective qui élit ses propres membres et les élit selon des références qui ne sont pas du tout démocratiques. Tel pays, je n'en citerai aucun, mais tel pays qui a peut-être 2 millions d'habitants a autant de représentants au CIO que des pays qui ont 100 millions d'habitants. Donc ça, c'est très contestable. Alors, à mon sens... Moi, je militerai pour cela. Je militerai pour cela. C'est que, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est que la puissance publique prenne en charge, davantage qu'elle ne le fait,
le mode d'organisation sportive. Et c'est très compliqué. Parce que bon, les fédérations arrivent à avoir la main mise sur les pratiques, etc. C'est très compliqué et en même temps c'est très important. Comment se fait-il que je change de sujet sans changer vraiment. Comment se fait-il que les fédérations puissent gérer aujourd'hui la question du dopage? La question du dopage, c'est une question de santé publique. Ça renvoie à la responsabilité publique et pas du tout à la responsabilité sportive. Vous voyez? Donc ça me paraît très important et c'est à repenser, mais c'est très compliqué. On va s'arrêter dessus, mais évidemment, il y a plein d'autres sujets bien sûr. vous qui sont à retrouver. Je vous remercie pour vos questions. C'est moi qui vous remercie pour cette conversation. Donc, je renvoie à vos différents livres, dont les 2 derniers. Le sport est-il un mythe, qui est un livre de conversation. Et puis, le livre collectif que vous avez fait paraître au printemps dernier, Le sport dans l'art, un magnifique livre. On vous a montré quelques images, mais il y en a des surprenantes, des belles. Il y en a pour tous les goûts et c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Georges Vigarello, pour cette heure passée ensemble. Et merci à vous. Merci à vous. Je remercie nos amis qui étaient à la technique et Rémi David et Nadine Pierre qui ont organisé l'événement. Et donc Georges est à l'entrée salon du livre et juste en face de la porte.